comment ça se passe? Parce qu'en France, on n'a pas le droit de congeler ses ovocytes quand on est célibataire, même quand on n'est pas célibataire d'ailleurs. Oui, en France, on n'a pas le droit de congeler ses ovocytes à moins d'avoir une grave maladie qui altère la fertilité ou de faire une chimiothérapie qui peut aussi altérer la fertilité. Donc en fait, on n'a pas le droit de le faire par convenance, comme on dit, ou en médecine préventive. Donc, comment ça se passe? De mon côté, moi, je me suis renseignée auprès de médecins français sur Internet, j'ai fait des recherches, j'ai contacté une clinique en Espagne. Et voilà, j'ai commencé à m'informer et ensuite j'ai pris contact avec cette clinique pour avoir un premier rendez-vous, pour voir un peu si tout allait bien, si on pouvait se lancer. Mais j'étais aussi suivie en parallèle par mon gynécologue en France. Et pourquoi l'Espagne? Enfin, tout est dans le livre, Ouais. mais pourquoi l'Espagne et pas un autre pays? Est-ce qu'il y a une différence de prix? Est-ce qu'il y a une différence de traitement des choses? Alors, je sais pas parce que moi je l'ai fait qu'en Espagne, mais moi j'ai choisi l'Espagne parce que j'aime ce pays et que j'y vais souvent et que j'y suis attachée. Ensuite, il y a plein de femmes qui préfèrent aller en Belgique parce que c'est le train et c'est pas l'avion pour y aller, donc ça leur paraît plus simple. Il y en a qui vont à Londres, enfin chacune fait en fonction de ses critères. Mais t'as pas fait un benchmark des prix, des critères, des réglementations De ce que je sais, c'est à peu près pareil. Ensuite, peut-être que ça mérite de faire une enquête plus approfondie. Voilà, moi, ça m'a facilité la tâche de me dire que c'était là-bas que j'avais envie pour des raisons totalement subjectives, parce que il y a des cliniques réputées, parce que je connaissais des gens qui étaient passés par là, voilà. Et donc, entre le moment où tu as pris la décision de le faire et le moment où on t'a fait le prélèvement, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 6 mois entre le moment où j'ai commencé à me poser la question sérieusement et le moment où j'ai entamé les démarches. Parce que j'étais une année où je changeais de boulot, je changeais d'appart, donc je pouvais pas tout mener de front. Et que j'avais 35 ans et pas 38, donc je voyais que je pouvais attendre encore 6 mois. Et ensuite, une fois que j'ai entamé les démarches, ça m'a pris à peu près 3 mois. D'accord. Et au bout de 3 mois, tu as eu le prélèvement Voilà. Ok, d'accord. Mais en fait, j'insiste toujours sur les quelques mois entre la prise de décision et le passage à l'acte, parce qu'en fait, j'ai réalisé que pour la plupart des femmes, c'est pas une décision qui se prend en 24 heures finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par rapport pour savoir avant de partir à l'étranger, de partir dans les démarches est-ce qu'on peut faire un test de fertilité facilement en tant que femme aujourd'hui? Normalement, je crois qu'on peut pas demander à son médecin de faire un test de fertilité. Ensuite, il y a des examens qui sont plutôt des prises de sang, des échographies qui permettent de mesurer à un instant T où on en est. Mais les médecins mettent en garde là-dessus parce que parfois on peut être très bien à un instant T et hyper galérer pour être enceinte ensuite, ou alors être très mal et tomber enceinte quand même. Donc en fait, faut pas prendre ça non plus pour une garantie. Ça donne juste une idée de où on en est. Et en effet, peut-être, moi je trouve que ça peut être bien quand on a un vrai problème de fertilité de s'en rendre compte avant qu'il soit très tard. T'as confiance? Enfin, on a des réglementations, on sait si c'est sérieux par rapport au stockage, s'ils vont pas nous les échanger avec quelqu'un, s'ils vont pas les donner à quelqu'un ou ils en prennent pas la moitié pour des... On se lance pas là-dedans si on veut tout contrôler de A à Z. C'est sûr que moi je suis pas là en train de surveiller mes ovocytes, je suis obligée de leur faire confiance. Ouais. Mais celles pour qui c'est insurmontable, elles le font pas, je pense. Est-ce que tu sais, si jamais tu te sers pas de tes ovocytes, est-ce que tu sais ce qu'ils vont en faire? Je sais, alors il y a plusieurs options si je m'en sers pas. Soit les détruire, soit les donner à la science pour faire des recherches sur les ovocytes, soit les donner à une autre femme, même si moi je suis techniquement un peu trop vieille. Il faut avoir moins de 35 ans au moment de la congélation pour pouvoir les donner à une autre femme. Ah ouais, et dans tous les pays? En Espagne. En Espagne, tu sais pas pour les autres pays? Mais globalement, c'est quand même l'âge que sortent les médecins. Il sort pas de nulle part, c'est 35 ans, il revient tout le temps. Non, c'est l'âge à partir duquel la fertilité commence à chuter. Mais on peut quand même congeler nos ovocytes après 35 ans si on le souhaite, genre à 38 ans, 37 ans? On peut congeler, c'est juste qu'on peut pas les donner à d'autres femmes, parce que globalement, pour avoir des chances que les FIV marchent, il faut que les ovocytes soient le plus jeunes possible. Donc ils considèrent, en Espagne en tout cas, que 35 ans, c'est la limite. Et après, on a jusqu'à quand pour les utiliser? Jusqu'à nos 49 ans. Ah, quand même? En Espagne. Ah, en Espagne, ouais. J'avais lu un truc comme 42 ans, mais ça doit être en France. C'est 43. 43. Mais comme on n'a pas le droit de... Oui. Toutes les femmes qui ont recours à des FIV ont le droit de le faire jusqu'à 43 ans. Et comme l'autoconservation, c'est pour faire une FIV, on imagine que si c'était en France, ce serait 43 ans. Ce qui fait pas... Mais on n'a pas le droit de toute façon, donc la question se pose pas. Oui, on a droit à combien de prélèvements si ça prend pas assez? Par exemple, je vais en Espagne, je fais un premier prélèvement, il y en a pas assez ou ça a pas trop bien marché. On peut recommencer combien de fois? Si on a beaucoup d'argent. Si on a beaucoup d'argent, je pense pas qu'il y ait des limites au nombre
de cycles où on peut prélever des ovocytes. Ensuite, je connais pas beaucoup de femmes qui ont envie de faire ça plein de fois, parce que c'est quand même pas rien. Mais j'ai lu un bouquin d'une journaliste américaine qui a fait une grosse enquête là-dessus, qui m'a un peu servi de référence. Elle l'a fait plein de fois. À la fin, elle avait 70 ovocytes. Mais, D'accord. Voilà, mais bon, il n'y a pas de limite. C'est juste que c'est quand même pas recommandé de stimuler ses ovaires trop souvent. Encore une fois, c'est compliqué de faire des généralités parce que chaque femme est différente, chaque cycle est différent. Donc en fait, c'est pas une recette fixe, c'est ce que les médecins n'ont cessé de me rappeler, que c'est une chance en plus pour avoir des enfants plus tard, mais on n'a aucune garantie que ça marche. Donc faut pas prendre ça pour une garantie, une assurance bébé. C'est pour ça que c'est bien que chaque femme réfléchisse, se renseigne, fasse des examens. C'est différent pour chaque femme. Les grossesses tardives sont ultra médiatisées. À 42 ans, on a 5% de chance d'avoir une grossesse spontanée contre 25% à 25-30 ans. Donc en fait, on peut, mais c'est très rare. Donc il ne faut pas compter là-dessus. Il ne faut pas compter sur l'exception. On peut être enceinte après 40 ans, mais ça relève plus de l'exception. Mais comme on médiatise beaucoup les grossesses tardives, on a l'impression que c'est devenu hyper banal, sans compter qu'un certain nombre de femmes ont sans doute recours à un don d'ovocytes, donc à l'ovocyte d'une femme plus jeune, pour faire une fille, mais qu'elles ne le disent pas, donc on ne sait pas vraiment. Oui, dans le livre, tu le mentionnes, toutes ces femmes people qui font des enfants tardivement et dont on ne sait pas les tenants et aboutissants. Voilà. Donc c'est aussi, les médecins s'alarment du fait que les femmes arrivent à 40 ans en pensant qu'elles ont encore beaucoup de temps, alors qu'en fait c'est déjà presque trop tard. Mais à l'inverse, le fait de parler de congélation d'ovocytes, est-ce que ça ne met pas encore une couche sur la pression de rappeler aux femmes, attention? Moi je trouve, personnellement, moi je pourrais être totalement paniquée, et je trouve que le fait de m'informer, de réfléchir à ça, fait que j'avance en ayant les informations. Je préfère avoir les informations plutôt que de me réveiller à 42 ans en me rendant compte que je ne savais pas, que j'aurais dû me renseigner. Moi, je trouve ça bien, et d'ailleurs, une des gynécologues que j'interviewe dans le livre dit que l'enjeu principal, et je suis d'accord avec elle, c'est que les femmes aient accès à l'information. Les femmes n'ont aucune connaissance de leur anatomie, de leur biologie, n'ont aucune conscience de la chute de leur fertilité. Donc je suis pas sûre que ce soit les paniquer que de leur donner les informations, ou en tout cas de les encourager à se renseigner. Et ensuite, ce sont des décisions libres et individuelles, et moi je ne dis pas du tout que chaque femme devrait le faire. Je pense juste que chaque femme devrait y réfléchir. Et être au courant que ça existe. Exactement. Je connais des femmes qui sont totalement dans ma situation, qui ont réfléchi et qui ont dit non mais je veux pas faire ça. Et très bien, il n'y a pas de problème, on peut aussi voir ce que la vie va donner. D'ailleurs, encore une fois, c'est pas du tout une garantie, mais je trouve ça pas pareil d'y avoir réfléchi et d'avoir décidé de pas le faire. Et donc c'est un petit budget, c'est combien déjà à peu près? C'est environ 4 000 €. Ok, si on n'a pas d'hébergement, c'est un peu plus. Si tout compris, c'est 4 parce que tout compris, c'est 4 000 €. Okay. L'intervention en elle-même, là où je l'ai fait, c'était 2 500 €. Mais quand on a le traitement hormonal à sa charge, plus les déplacements et l'hébergement, ça va jusqu'à 4 000 € à peu près. Ouais. Ce qui est une petite somme quand même pour tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que ce serait bien que ce soit légalisé en France et qu'on réfléchisse à un financement pour celles qui n'ont pas les moyens, parce que là, pour l'instant, il n'y a que celles qui ont les moyens qui peuvent le faire et c'est pas très juste. Et sinon, par rapport aux effets secondaires, parce que c'est une question qui revient souvent, même pour celles qui font des enfants toutes seules, au niveau de la prise de poids, est-ce qu'il y a une généralité? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. En fait, sur les effets secondaires, j'ai découvert que ça variait d'une femme à l'autre, d'un cycle à l'autre, donc c'est très difficile de savoir quels vont être les effets secondaires, notamment la prise de poids, les bouffées de chaleur, les insomnies. Ça, malheureusement, tant qu'on ne fait pas le traitement, on ne sait pas trop, et je crois qu'en plus, quand on fait plusieurs fois le traitement, ça peut être variable d'un traitement à l'autre. Donc il faut savoir qu'il y a des effets secondaires. Pour moi, ils n'étaient pas si terribles, et pour la plupart des femmes que j'ai rencontrées, j'ai jamais entendu d'histoire catastrophique, et ça dure que 15 jours. Il faut surtout pas être phobique des piqûres. Voilà, ce qui était mon cas. Moi, c'était un problème. Donc moi, j'étais phobique des piqûres. Du coup, j'ai réglé ça en demandant à une infirmière de me les faire. Voilà, parce que pendant longtemps, ça m'avait fait. C'est une piqûre par jour pendant 15 jours? C'est une piqûre par jour pendant 15 jours, mais au milieu du cycle, ça devient 2 piqûres. Ah ouais. Donc voilà, donc moi, j'ai réglé ça comme ça. Ce qui m'a beaucoup intéressée en faisant ce livre, c'est que je me suis rendu compte qu'en partant de mon expérience de est-ce que j'aurai un enfant un jour, j'ai 35 ans, je fais l'autoconservation, etc., je me suis rendu compte que ça élargissait à des questions beaucoup plus vastes sur la pression de la maternité sur toutes les femmes, celles qui n'ont pas d'enfants, mais celles qui en ont aussi, la façon qu'elles ont de faire des choix, des arbitrages entre leur vie de couple, leur vie de famille, leur carrière. Tout repose sur elles, on implique très très peu les pères pour l'instant, et du coup c'est très enfermant pour les femmes, c'est une énorme pression à la trentaine qui est très difficile à vivre pour la plupart d'entre elles.
Donc en fait, la pression de la maternité, elle est omniprésente. Toutes les femmes la subissent, qu'elles aient eu des enfants jeunes, des enfants vieilles, plusieurs enfants. Et je trouvais ça intéressant d'en parler, de voir comment on pouvait s'en sortir. Pour l'instant, on en est très loin. Et de réfléchir en effet à ce que ça voulait dire être femme, être mère. Est-ce qu'on avait progressé là-dessus? Est-ce que le combat féministe avançait? D'ailleurs, le livre est très bien documenté. Suite à la lecture, j'ai acheté des dizaines de livres. Et bien tant mieux, parce que moi aussi j'ai pris plaisir à relire des classiques féministes et à voir comment ils étaient toujours d'actualité ou pas, comment on pouvait mettre en perspective des écrits sur la maternité d'il y a un demi-siècle et voir comment ils résonnaient encore aujourd'hui. Finalement, il y a encore beaucoup de boulot pour atteindre vraiment l'égalité. Et je suis arrivée à la conclusion que la maternité est un des principaux facteurs d'inégalité entre hommes et femmes, parce que c'est vraiment un âge où on renvoie beaucoup les femmes à la maison, à leur vieillissement de femmes, mais aussi c'est un moment où se jouent beaucoup de choses dans les carrières et où du coup les femmes sont ralenties. Donc pour l'instant, la société n'est pas du tout organisée pour que les femmes puissent gérer leur maternité et leur carrière. Et encore une fois, si la parentalité était mieux assumée par les deux sexes, ça changerait la donne pour les femmes et peut-être qu'elles seraient moins épuisées et qu'on aurait plus d'égalité. Parce qu'à la fin d'une carrière, c'est finalement les femmes qui gagnent 2 fois moins que les hommes, notamment parce qu'elles se sont arrêtées pour faire des enfants. Elle les fera peut-être moins tardivement. Si la société était mieux organisée, en effet, on peut imaginer que les femmes les feraient moins tardivement, en tout cas certaines d'entre elles. Et au final, est-ce que ça change quelque chose? Enfin, est-ce qu'on se sent vraiment mieux, plus soulagé par rapport à cette pression de l'horloge biologique? Alors, moi, comme je l'ai fait il y a quelques mois, je dois avouer que pour l'instant, ça n'a pas du tout changé ma vie, je ne me sens pas spécialement soulagée. Mais il paraît que plus les années vont passer et plus je vais l'être. C'est ce que m'ont dit des femmes qui sont passées par là avant moi. Ensuite, voilà, j'ai tout à fait conscience que, comme je le disais, c'est pas une assurance bébé et que avoir des ovocytes congelés ne veut pas dire qu'on aura un bébé. Ça dépend de si ça marche, de si on a le partenaire avec qui ça marche, du moment. Enfin, du coup, voilà, ça reste très hypothétique et je crois que c'est important de le savoir avant de se lancer et que chaque femme prenne sa décision en conscience. Et donc, si on veut savoir plus de détails sur toute ton enquête, toutes tes recherches et tout ce que tu as vécu, l'autoconservation de tes ovocytes, il y a le livre